Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre émission Les ténors de la société sur ISO TV News. Comme d'habitude, vous le savez, dans ce magazine, nous avons l'habitude de recevoir pour vous des leaders d'opinion, toutes tendances confondues. Alors aujourd'hui, nous avons également reçu une femme leader. Vous allez les découvrir tout de suite. Alors, comme je l'ai dit tantôt, aujourd'hui, nous avons reçu pour vous une femme leader. Il s'agit de Madame Mireille Mirembe Tassi. Mireille Mirembe Tassi est coordonnatrice de la nouvelle société civile dans la province du Sud Kivu. Bonjour Madame Mireille. Bonjour Madame la journaliste, c'est pour moi un honneur d'être reçue dans votre émission et je vous remercie déjà par avance pour cette attention et cette considération que vous avez placée à nous inviter à votre émission. Merci beaucoup. Merci à vous également d'avoir répondu, très volontaire d'ailleurs. Alors, avec vous, nous allons essayer un peu de parcourir votre vie de leader, parce qu'ici, nous avons pour habitude de recevoir des leaders d'opinion. Vous êtes également une femme leader, vous encadrez, vous avez des gens qui vous suivent. Parlez-nous un peu de vous. S'il vous est demandé de vous présenter autrement, qui est Madame Mireille? C'est souvent difficile de parler de soi, mais c'est quand même un exercice qui arrive presque chaque jour. Et moi, je suis franchement mal à l'aise de parler de moi, mais bon, je vais essayer de le faire. Je suis, comme vous l'avez dit, Madame Mireille Mirembe Tassi. Je suis mère de 4 enfants, mariée il y a 16 ans, parce que mon fils est né à 15 ans et la cadette a 7 ans. Je suis également leader de la société civile, comme vous l'avez indiqué tantôt, et c'est là depuis plus de 8 ans. Ça fait 8 ans que je suis à la nouvelle société civile congolaise. Mais avant ça, j'étais dans plusieurs associations. La première a été à Butembo Nord Kivu, où nous avons travaillé dans une organisation qui s'occupait de la prise en charge des violences et des tortures. Et dans cette organisation, je faisais le volet médical parce que au-delà d'être un leader une leader de la société civile, je suis également une professionnelle de santé. Je fais les laboratoires au premier cycle et après je fais la santé communautaire. C'est ce qui m'a donné cette opportunité de travailler dans cette organisation comme une personne qui prend en charge d'une manière médicale ces victimes de violences et de différentes tortures. À Kinshasa aussi, je suis entrée dans une association, le Forum pour la démocratie et la bonne gouvernance. Et j'ai fait autour de 3 ans. Par après, je suis allée à Bukavu où je me suis mariée. Et là, j'ai créé mon propre organisation, bien sûr avec le concours de plusieurs jeunes qui étaient aussi avoués à la cause qui est la nôtre, celle de plaider, celle de défendre ceux qui n'ont pas les ailes, ceux qui n'ont pas la voix pour parler. Et nous sommes là pour porter leur voix acquis des droits. Et c'est d'ailleurs par cette organisation que nous avons adhéré à la nouvelle société civile parce que je rappelle ici que pour être membre d'une plateforme comme la société civile, il faut avoir une appartenance d'abord à une organisation. Et c'est cette organisation qui adhère à cette plateforme. Donc, comme individu, il n'y a vraiment pas une possibilité d'appartenir à la société civile. On adhère comme association. Et je suis entrée, j'étais membre simple. Après, j'ai pris la la direction genre au niveau du site Kivu, où j'ai fait autour de 4 ans. Après ces 4 bonnes années, je suis
J'ai été désignée comme point focal pour les comptes du site Kivu de la nouvelle société civile avec plusieurs missions qu'on m'a demandé de faire parce que il y avait une petite faille pour ceux qui nous ont précédés à la coordination du site Kivu. Alors là, il fallait, je peux dire, refonder ou réorganiser et cette mission était de 6 mois, une fois renouvelable. Et après cette mission, on a organisé les élections où les collègues ont placé la confiance en moi et m'ont mandaté de pouvoir prendre la tête de l'organisation de la plateforme et plutôt la nouvelle société civile au niveau du site Kivu. Voilà. Ah, quel parcours élogieux en tout cas. On ne peut que s'incliner devant tout ce que nous venons d'entendre là, du personnel soignant à l'activiste très dévoué que vous êtes aujourd'hui. Quels sont les sentiments qui vous poussent à vouloir à tout prix plaider la cause des indigents, des personnes que vous ignorez, dont vous ne connaissez peut-être pas les origines? Quelles sont vos motivations en fait? En fait, les motivations, je peux dire qu'ils sont innés. Parce que même dans la petite enfance, j'étais très mal à l'aise lorsque je voyais une personne pouvoir manquer de considération à une autre personne, même si ça c'est un domestique par exemple, même si c'est une bonne. En tout cas, pour moi, j'étais très mal à l'aise lorsqu'on parle d'un ton d'insolence à cette catégorie de personnes. Et pour moi, je me disais que ces personnes, sa voix, il faut qu'ils aient quand même un interlocuteur. Et c'est comme ça que j'ai évolué. Heureusement que j'ai trouvé des ouvertures dans les organisations que j'ai citées tantôt pour pouvoir éclore ce que je peux dire un don. Parce que pour être activiste, pour être défenseur des droits humains, c'est un don. Étant donné qu'il n'y a pas de salaire, étant donné qu'il n'y a pas une prise en charge, étant donné, d'ailleurs, nous prenons même nos propres ressources pour pouvoir faire arriver nos plaidoyers, euh, nos démarches acquis des droits. Et donc, si vous allez à la société civile, si vous plaidez la cause des opprimés pour vous enrichir, en tout cas, vous ne pouvez pas y arriver. Dorénavant, il faut avoir il faut être dévoué, il faut être, je peux dire, il faut y mettre le vôtre, donc vous donner vous-même corps et âme pour y arriver. Parce que dans les cas contraires, effectivement, au risque des périls, nous on s'est dit, on meurt qu'une seule fois. Et lorsqu'il faut mourir, il faut mourir pour une cause noble. Parce que de toutes les façons, que tu sois activiste ou pas, tu finiras par mourir. Maintenant, plutôt mourir pour plaider, en étant en train de plaider la cause de sa voix, que de mourir et une mort que moi, je considère comme une mort inutile. Voilà. Parmi vos luttes, Madame Mireille, dernièrement, nous avons appris le problème socio-économique des infirmiers et de personnel soignant au Sud Kivu qui, qui n'allait pas, qui vous déplaisait. Qu'en est-il au juste? En fait, c'est une longue histoire parce que ça date de longtemps et c'est vraiment horrible. Horrible et pourquoi? Parce que, à votre connaissance, est-ce que saviez-vous qu'un infirmier touche 15 fois moins la prime des risques du médecin? Je crois que non. Est-ce que savez-vous qu'un infirmier touche 10 fois moins les salaires d'un médecin? Vous ne le saviez pas. Est-ce que saviez-vous qu'il y a des infirmiers qui travaillent 30 ans sans avoir la prime des risques, sans être mécanisés? Vous ne le saviez pas. Voilà pourquoi nous, on s'est dit que comme nous avons eu la chance de travailler dans ces domaines, de pouvoir canaliser nos plaidoyers de ces côtés-là. Parce qu'on a trouvé tout un monde de personnes qui ne sait pas la voie de sortie pour amener leurs revendications. Et quelque part, même si le médecin est le partenaire de cette catégorie de personnes, mais
c'est vraiment un point de vue qui n'engage que moi. Je pense que le médecin n'aide pas cette catégorie de personnes. Pourquoi? Parce que bien que eux aussi ne soient pas traités comme ils devraient l'être, mais lorsqu'ils font leur plaidoyer, ils y vont en solo. Ils oublient la personne qui est à côté d'eux, qui peut-être travaille jour et nuit, parce que le médecin, il vient, il donne sa prescription, il laisse ça à l'infirmier. Et l'infirmier qui reste là, au chevet du malade, 24 heures sur 24 heures, avoir une prime 15 fois moins, c'est quand même insultant. Et pourquoi cette grande différence? 15 fois moins, c'est quand même choquant. C'est quand même scandaleux. Effectivement, nous aussi, nous avons plusieurs réponses que nous nous sommes posées en interne. Et c'est d'ailleurs en n'ayant pas des réponses à ces questions que nous avons remonté le plaidoyer au niveau national. Même si au niveau national aussi, on n'a pas obtenu des gains de cause parce que notre démarche était de voir les ministres du budget parce que apparemment tout s'est planifié au budget, était de voir le ministre de la Santé et aussi la présidence de la République pour que le président lui-même puisse prendre à considération cette question d'une manière très spéciale. Parce que franchement, moi, personnellement, c'est révoltant. C'est révoltant que des personnes qui ont étudié 3 ans disent que le médecin est plus étudié qu'un infirmier. Mais moi, je connais les infirmiers, par exemple, qui ont déjà fait le master. Mais ils sont traités de la même manière qu'un infirmier qui a fini l'item. Donc, la question de l'infirmier, la question du professionnel de santé, parce que j'associe les deux catégories, parce que cette catégorie aussi est assimilée à la liste des payes des infirmiers. Voilà pourquoi cette question devrait et mérite d'être prise en charge d'une manière spécifique. L'infirmier a étudié, c'est vrai, donc le médecin a étudié 7 ans, c'est vrai, 7 ans, 8 ans. Mais l'infirmier aussi, il y en a ceux qui ont étudié 3 ans, il y en a ceux qui ont étudié 5 ans, il y en a ceux qui ont étudié au-delà de 5 ans. Mais est-ce que lorsque vous avez fait 7 ans ou 2 ans de plus, il faut que vous ayez une considération 15 fois plus que l'autre? Je pense que la réponse est non. Et c'est donc dans cette optique que nous nous sommes dit, il faut qu'il y ait une personne, il faut qu'il y ait une organisation, il faut qu'il y ait une plateforme qui s'élève pour cette question. Et voilà, nous sommes là à Kinshasa, bien qu'on n'a pas obtenu gain de cause, nous avons fait notre effort. Avez-vous été voir les autorités compétentes par rapport à cela? Qu'est-ce qui s'est passé? Avez-vous été reçu? Vous repartez déjà au Sud Kivu? Avec quelle nouvelle finalement? Est-ce que vous avez des bonnes nouvelles réconfortantes? Qu'est-ce que vous allez dire à ceux qui vous avaient fait confiance? En fait, nous sommes de la catégorie des personnes qui pensent que lorsqu'ils ont bien fait leur travail, ils sont satisfaits. Bien que le travail qui devrait être de notre partenaire, de pouvoir nous accompagner dans ces plaidoyers pour que nous puissions obtenir gain de cause, n'a pas été à la hauteur. C'est par exemple au ministère de... Vous parlez de partenaires, vous parlez de... Nous parlons de l'État. C'est notre premier partenaire, nous, comme société civile. Et lorsqu'on parle de l'État, on voit le ministère des tutelles qui est directement impliqué dans la question de prise en charge des infirmiers. Le ministère est bel et bien informé. Le ministère est bel et bien informé parce que même avant de remonter à Kinshasa, on est allé voir le ministère provincial. On a causé, bien qu'on n'avait pas vu les ministres, mais on avait vu quand même ce directeur des cabinets. On a causé avec lui, il a été clair avec nous sur certaines questions sur lesquelles il n'avait pas de solution. Lui, comme représentant du ministère provincial, et ça fait partie des raisons qui nous ont poussé de remonter la question pour Kinshasa. Kinshasa. Arrivé à Kinshasa, nous avons contacté déjà par-ci par-là pour avoir au moins les fils que les contacts pour percer les endroits ciblés. Comme vous savez, notre pays
Tout n'est pas comme sur des roulettes, hein. Donc, pour aller entrer au ministère, il faut avoir quelqu'un à l'intérieur qui va vous faciliter l'accès. Oui, même pour la société civile, il faut avoir quelqu'un pour vous faciliter l'accès. Mais aussi, on peut dire que notre séjour n'a pas été suffisant. Et nous, c'est une question qui assiste, donc on peut dire que c'est une question qui assiste pas au niveau national, bien que nous allons continuer la lutte au niveau provincial pour que nous obtenions gain des causes. Parce que la question de pouvoir changer la considération des uns et des autres, la prise en charge des uns et des autres, elle n'est pas automatique. C'est un processus et ce processus, nous l'avons entamé. Crois-moi, nous n'avons pas raison de pouvoir lâcher. Et nous espérons en tout cas que vous aurez gain de cause. Je l'espère également, parce que c'est notre souci, je l'espère. Si c'est pas aujourd'hui, après une année, après 2 ans, après 5 ans, c'est toujours une réponse positive au plaidoyer. En dehors de ça, il y a également le problème de la livraison de passeports qui pose également problème. Jusque-là, il y a toujours pas de voie de sortie. Exactement, nous sommes venus pour des missions. Il y a la question du retard dans la livraison des passeports qui cause problème, surtout chez nous au Sud Kivu, parce que nous sommes un centre de capture. Là aussi, les démarches ont commencé à la base, où nous avons adressé une correspondance au responsable du centre de capture. Nous avons fait une descente sur terrain pour aller discuter avec lui physiquement, mais malheureusement, il n'était pas là. On a vu son adjoint. Lui aussi était limité par rapport à la question. Et peu après, on a même organisé un sit-in au niveau du centre de capture. Et on s'était dit, comme tous ces jours à Kinshasa, remontons encore à Kinshasa. C'est comme ça qu'on est venu. Et la première mission, la première audience qu'on avait demandé, c'est au ministère des Affaires étrangères, où on nous a demandé de repasser 4 jours après. Et malheureusement, les 4 jours après, on est repassé, on a trouvé. Il n'y avait ni le ministre principal, ni son adjoint, ni son directeur de cabinet. Les ministres étaient partis à mission. Apparemment, il est beaucoup plus concentré sur la question électorale. Il paraît qu'il est candidat dans son fief. Il y a son adjoint qui était en Europe, je crois, et son directeur de cabinet, il était peut-être empêché. Voilà, ces rendez-vous aussi, on l'a raté, bien que on avait déjà à l'avance adressé une correspondance et on avait déjà un rendez-vous qui était fixé par la personne, les protocoles du ministère. Voilà. Par rapport à toutes ces démarches, nous avons d'abord commencé au niveau de la santé, budget santé par rapport au personnel soignant et maintenant par rapport au retard de la livraison de passeport et consorts, vous avez raté des rendez-vous de part et d'autre. Et pourquoi n'avez-vous pas pensé à rallonger un tout petit peu votre séjour, question de bien finir cette mission? Parce que tout à l'heure, vous nous avez laissé entendre que votre séjour était également court. Nous aimerions bien rester pour faire le suivi et obtenir des réponses peut-être satisfaisantes. Mais lorsque nous avons essayé de faire une petite analyse par rapport aux enjeux du moment, tous les politiques sont beaucoup plus concernés de la question électorale. Et donc, nous risquons de passer ici de mois et de mois, tant qu'il n'y a pas encore élection, ils ne se sont pas encore positionnés, on n'obtiendra pas gain de cause. Voilà pourquoi je vous ai dit tantôt que nous laissons la question à suspens au niveau national, mais nous allons continuer de plaidoyer au niveau de la province. D'accord, Madame Mireille, nous avons pour habitude de vous voir tout le temps sur terrain. Je pense que nous tendons sûrement vers la fin de notre émission. Brièvement, si vous pouvez également nous parler un tout petit peu de la situation actuelle
du Sud Kivu, puisque vous êtes du Sud Kivu, nous ne pouvons quand même pas nous séparer sans parler de votre province. On vous voit à tout moment sur terrain. Madame Mireille, femme de terrain. Est-ce que vous pouvez brièvement nous parler de la situation sociale, économique également du Sud Kivu? Ah là 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 là, qu'est-ce que je vais parler d'ici de Kivu? Parce que tout presque ne marche pas. Tout ne marche pas. Nous, du côté politique, on a eu des troubles, des perturbations dans quant à ce qui concerne la gouvernance du site Kivu. Parce qu'on a eu un gouverneur qui a subi 6 émotions, je crois. Si c'est pas 5, c'est six motions. 6 motions de censure pendant son mandat. Et donc, nous avons en face de nous un gouverneur, au lieu de se focaliser sur le développement de la province, mais qui est resté tout le temps en train de chercher comment se positionner au vu de ses motions. Et donc, tout ce qui était comme problème de développement a été mis en suspens. Voilà pourquoi on n'a pas de routes, on n'a pas de, on n'a pas d'électricité fiable, on n'a vraiment pas quelque chose de consistant qui a pu changer, à part les quelques démarches qu'il est en train de faire presque à la fin de son mandat. Mais est-ce que ces démarches aussi, il n'est pas en train de les faire pour des questions électorales? Parce que j'ai attendu que lui aussi est candidat. Voilà. En parlant de route, de la situation sociale de la province, est-ce que nous pouvons réellement lier cela à l'actuel gouverneur? Parce que je pense que cette situation date de très très longtemps. Évidemment que ça date de très longtemps, mais on a toujours dit que lorsque vous êtes dirigeant, vous héritez des passifs et des actifs. Et donc, vous n'avez pas de raison de vous justifier, de dire que la province était dans la situation dans laquelle elle se trouve depuis longtemps. Non, vous étiez là pour changer la donne. Et si vous n'avez pas pu faire votre travail, nous, on ne peut que décrier cela. Parce que, à fait des comptes, vous avez des comptes à rendre à cette population qui a placé la confiance en vous pour servir cette province. Et donc, moi, je n'essaye pas de, je ne veux même pas justifier les mandats du gouverneur de la province. Non. Il devrait travailler pour que on puisse quitter du point zéro, par exemple, au point D. Mais avoir la province, c'est comme si on a quitté le point zéro au point -1. Voilà. Donc, le bilan est tellement négatif. Le bilan est tellement négatif que, en tout cas, je ne sais quoi dire. Merci Madame Mireille. En tout cas, je pense que nous sommes arrivés à la fin. Je vous laisse quelques minutes. Question de dire un dernier mot par rapport à notre premier numéro, parce que je sais que c'est peut-être la première fois de vous avoir, mais ce n'est pas la dernière. Ici, comme à Bukavu, on pourra toujours se voir. Si vous avez quelque chose à dire, bien sûr. En fait, moi, la chose que j'ai toujours dit, hein, j'aime beaucoup votre métier. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas tribalisme dedans, il n'y a pas individualité dedans, il n'y a pas corruption dedans. Vous recevez tout le monde, contrairement aux autres professions où on vous demande tu es de quel côté, tu es de quelle obédience, tu viens de qui, mais vous recevez les gens tels qu'ils sont. Et c'est ce que j'adore chez vous. Voilà pourquoi je vous dis, madame, continuez dans cette lancée parce que ça, vous, nous sommes bien. C'est vous qui faisiez à ce que le travail que nous faisons sur le terrain soit rendu public et soit mis au courant de la nation, de toute la population de la RDC et même au-delà de nos frontières. Et je ne sais clore, même si ce n'est pas moi qui va clore cette allocution, mais je ne sais clore cette interview, ça pour autant vous jeter des fleurs, vous comme journaliste. Continuez ici. Nous avons besoin de vous.
Merci beaucoup, merci en tout cas. C'est avec joie que nous accueillons ces belles paroles, ces mots tellement doux qui nous vont droit au cœur. Nous sommes aussi parfois exposés, menacés, traités de n'importe quoi, mais nous allons quand même essayer de lutter. Nous sommes aussi parfois obligés de survivre malgré des problèmes socio-économiques. Mais tellement que nous aimons la profession, nous sommes toujours là. Et Dieu aidant, nous serons certainement bénis par rapport à vos vœux. Merci beaucoup, madame. Chers téléspectateurs, c'est par ici que prend fin notre magazine des ténors de la société. Nous avions reçu pour vous madame Mireille Mirembe Tassi, qui est coordonnatrice de la nouvelle société civile du Congo au niveau de la province du Sud Kivu. Avec elle, nous avons essayé de parler de la situation qui prévaut à l'Est. Nous avons survolé la situation socio-économique des infirmiers, des personnels soignants. Nous avons également parlé du retard qui est constaté dans la livraison de passeports. Alors, nous pensons que c'était une première, mais pas la dernière. Nous aurons certainement la suite et la lutte continue. Restez branchés sur votre chaîne ISOTV News. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de vous abonner et de partager. Merci.